Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bonsoir, puisque ça dépend de l'heure à laquelle vous suivrez cette émission qui va être diffusée, mais également rediffusée. Cette émission qui reçoit M. Alain Bolodjoa. M. Alain Bolodjoa, bonsoir et bonjour. Bonsoir à vous, bonsoir à tous ceux qui nous suivent. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Je voudrais m'acquitter d'un agréable devoir, celui de vous remercier. Je viens là d'accomplir un rêve d'enfance. J'ai toujours rêvé d'être en face de vous. Ah Merci. bon? Oui. Ah, je vous remercie. Monsieur Alain Bolodjoa, vous êtes devenu, moi je dirais, une petite vedette, parce qu'on vous voit un peu partout. Ça vous fait quoi d'être reconnu dans la rue, d'être salué, aussi parfois d'être détesté? Oui, à un certain moment, on se sent réconforté, parce que justement, certaines personnes adhèrent à notre philosophie, reconnaissent les efforts que nous fournissons. C'est une manière pour eux de nous encourager. Mais ce qui est vrai, on n'a pas l'unanimité. Parce qu'il y a de ceux qui continuent à considérer que nous sommes des ennemis de la République, le fait de ne pas appartenir à leur obédience politique. Nous sommes là, nous continuons, mais nous voulons faire mieux. Qu'est-ce qui a fait que vous soyez ce que vous êtes aujourd'hui? Est-ce que vous étiez brillant à l'école primaire, à l'école secondaire, à l'université? C'est seulement cela? Non, il y a un mélange. Il y a un mélange d'histoire, il y a un mélange de formation, il y a un mélange du courage. Parce que déjà, par rapport à tout ce que j'ai subi ou connu dans la vie, ça a forgé mon esprit. Mais au-delà de ça, j'ai été modelé par l'école, j'ai été formé. Au niveau de l'humanité, je fais les mathématiques, physique. Et donc vous comprenez que j'ai un peu un côté cartésien. Et de l'autre côté, à l'université, je fais l'économie, pas n'importe quelle économie, l'économie de la pauvreté, l'économie rurale. Et en même temps, j'ai obtenu 16 autres brevets, 16 brevets dans des domaines variés. J'aime la lecture. Lesquels, par exemple? Bon, je fais l'andragogie. En dehors du fait que j'ai fait l'université pédagogique. En français facile, ça veut dire quoi? L'éducation, la pédagogie des adultes. Prenons ça comme ça. J'ai fait plusieurs autres formations en matière de conception, élaboration, évaluation de projets. J'ai des notions de légistique, le droit donc. J'ai été formé en marketing, en communication politique. Ok, arrêtons. Bref, j'ai subi plusieurs formations. Arrêtons le massacre. On se ressemble dans le deux domaines, puisque moi j'ai fait aussi l'éducation des adultes, mais j'ai fait aussi la communication. Donc on se rejoint dans seulement deux domaines. Vous êtes plus avancé que moi. Vous adorez la lecture, mais quelle sorte de lecture? Bon, avant que je ne reprenne l'université, je lisais tout. Mais depuis que depuis que j'étais entré à l'université, j'ai préféré lire plus les statistiques. C'est-à-dire, je me documente en matière des rapports économiques, les conjonctures économiques. À votre époque, le président Mobutu émettait les conjonctures économiques où on donnait les statistiques sur l'exploitation. C'est ce qui m'intéresse. J'ai l'habitude de lire le rapport de la Banque centrale. J'ai l'habitude de lire les livres des autres théoriciens. Il y a surtout en matière de l'économie, je me documente en criminologie, je me documente en contre-espionnage. Donc tous ces éléments-là mis ensemble me permettent d'avoir une vue un peu panoramique par rapport à la situation du pays. Très bien. En politique, vous avez commencé par être dans le phonus d'Olengankoy. Exact. Qu'est-ce qui vous a attiré chez Olengankoy? Bon, déjà, vers les années 1997, j'étais membre de la société civile. J'ai œuvré dans
Avec fondations. Avec Bahati. Non. Nous étions, on n'était pas connectés aux autres organisations. On posait des actes en faveur de personnes vulnérables, surtout les orphelins et les veuves, parce que ma maman, qui était porteuse de cette vision, voulait effectivement aider les gens. Et après, c'est en 2002 que j'ai rencontré Patrice Aimé Sesanga. Lui, il est politique. C'est lui qui m'avait orienté en politique. Parce qu'on a eu à échanger plusieurs fois avec lui pendant qu'on préparait Sun City 2. Il m'a demandé de faire la politique parce qu'il ne suffisait pas seulement de critiquer, il fallait aussi chercher à changer les choses. Et c'est comme ça qu'il m'avait orienté en politique. Au lieu d'aller dans son parti, j'ai opté pour aller chez Olenga Nkoy, qui était non seulement mon voisin, mais qui était en contact avec une maman de mon quartier. Et c'est comme ça que je suis arrivé à intégrer FONUS. J'ai évolué dans FONUS de 2002 à 2006 et je m'étais décidé d'abandonner la politique. On était à Kananga 2, pendant qu'on faisait la campagne pour l'opposition de l'époque. On avait un candidat commun. À l'époque, c'était Jean-Pierre Bemba. Et nous avons battu campagne parce que Joseph Olenga Nkoy étant le directeur général de campagne, c'est moi qui l'accompagnais presque partout. Et donc, naturellement, nous avons participé dans ces dynamiques. Et je me suis décidé de ne plus faire la politique au regard des informations que j'avais. J'avais trouvé que ce n'était pas vraiment ce que je voulais. Et j'ai repris mes études. Et je me suis inscrit à l'université pédagogique en 2006. J'ai fait l'économie. En 2009, j'avais tenté d'intégrer un parti politique, mais fort malheureusement, je n'étais pas convaincu de la sincérité des acteurs. Et c'est comme ça que j'ai intégré un autre parti en 2011. Panader, parti cher à Jean-Marie Boulambo Kilosho, qui était à l'époque député de Bukavu. Et puis, je crois, ministre de l'économie. Lui aussi qui a intégré ces partis parce qu'il était membre de PANOU, de le feu Philippe Fouta. C'est comme ça que nous avons évolué jusqu'en 2018. Au début de l'année, je me suis décidé de quitter. Vous faites la politique alors que je me suis documenté sur vous. Merci. Alors que votre père ne voulait pas que vous fassiez de la politique. Oui, en tout cas, merci. Oui, mon père ne voulait pas qu'on fasse la politique. La première personne qui était attirée par la politique, c'était mon grand frère Jean-Pierre Bolodja, Mpunga. Il était Mpuma. Il était président de la NESA Équateur. Donc, papa ne voulait pas qu'on fasse la politique parce qu'il trouvait qu'il y avait beaucoup de dangers. Il y avait beaucoup oui, parce qu'il est mort accidentellement dans l'avion. Oui. Lui, il est mort. Papa est mort et décédé en 1993 et mon grand frère, c'était en 1994. C'est-à-dire que ça n'a pris qu'une année. Et donc, tout le monde a peur de faire la politique. Et c'est pour ça que je le fais. Mais vous êtes têtu parce que votre père vous interdit de faire la politique, mais vous êtes en train de vous enfoncer. Bon, il avait plusieurs exigences. Il voulait que je termine mes études. En tout cas, s'il pouvait m'entendre, je lui dis merci. Parce que c'est lui qui m'avait vraiment forgé. Et d'ailleurs, c'est lui qui m'obligeait à lire. En tout cas, sur ce point-là, il nous a beaucoup aidés. Et même, il nous a initiés dans ses affaires. Depuis j'avais 8 ans, j'étais associé dans certaines choses. Et donc, ça fait que ça a forgé le mental que vous voyez aujourd'hui. J'ai accompli ce qu'il voulait. J'ai obtenu mon diplôme. Les restes, il me revient de faire le choix. Parce que si je dois faire que ce qu'il voulait que je fasse, je ne serai pas Alain Bolodja, je serai lui en miniature. C'est ce que je ne veux pas. Décidément. Alors, aujourd'hui, vous êtes en plein dans la politique, et comme vous avez commencé avec Olenga Nkoy, c'est l'opposition radicale. Vous demeurez dans l'opposition radicale. Oui et non. Ah oui. En fait, en 2004, Olenga Nkoy avait intégré les institutions de la transition. Il était ministre au transport, et puis nous sommes encore redevenus opposants, parce qu'il a été éjecté du gouvernement. Nous avons mené ces combats. Mais ce qui est vrai, je n'ai pas été formé que par Olenga Nkoy.
J'ai été formé et par Olenga Nkoy et par Jean-Marie Boulambo Kilosho. Et donc, naturellement, je prends ce qui est bon d'Olenga Nkoy, le courage, et je prends ce qui est bon de Boulambo, la connaissance de l'administration publique. Donc, je suis une sorte de mixage de deux classes politiques. Vous savez qu'il y a des gens qui croient que vous roulez pour le régime. Parce qu'on ne vous arrête pas, malgré la virulence, la violence de vos propos. Bon, je pense plutôt que ceux qui se posent ce genre de questions roulent pour Félix Tshisekedi. Parce que dans l'opinion, ça apparaît comme si Félix Tshisekedi c'est un démocrate. Il laisse faire. Il n'arrête pas des gens qui les critiquent. Apparemment, ils sont en train de prêcher pour sa chapelle. Ce qui est vrai, je ne suis pas le seul. Il y a des gens qui font des déclarations gravissimes plus que moi, mais qui ne sont pas arrêtés. Il y a d'autres qui le sont. Alors, le fait seulement que la désignation ou le choix de qui doit être arrêté ou qui doit mourir ne dépend pas de moi, je crois que la meilleure manière de trouver solution à ces problèmes, c'est de poser la question à ceux qui sont au pouvoir s'ils pensent réellement que je suis à leur service. Parce que moi, je ne veux pas y répondre, fort malheureusement. Mais je ne peux pas, moi, me permettre de servir un monsieur comme Félix Tshisekedi. Jamais. Je vais vous poser une question à laquelle vous répondez ou vous ne répondez pas. Vous êtes... Pourquoi c'est difficile pour vous de dire le président Tshisekedi? Vous dites monsieur Tshisekedi. Bon, je considère que la fonction président de la République, c'est une fonction noble. Et pour y accéder, il faut le mériter. Fort malheureusement, ce n'est pas son cas. Et figurez-vous parmi ces jeunes-là, ambitieux, forts de leur personnalité, qui espèrent un jour être à la tête de la République démocratique du Congo? Bien que je ne me considère plus comme jeune, mais ce qui est vrai, ça ne serait que légitime. Parce que, contrairement à ce que d'aucuns peuvent penser, nous nous forgeons, nous nous créons, nous nous préparons pour assumer des fonctions, et même la plus haute fonction. Parce que déjà, je pense qu'au-delà de la volonté, nous avons quand même une certaine connaissance que nous pourrons mettre à la place publique ou sinon au service de la nation pour que nous posions les bases. Parce qu'au-delà de tout, c'est vrai que je n'ai pas vécu la pauvreté comme l'essentiel des Congolais, mais ce n'était pas non loin de chez moi. Mon père était certes commerçant, on était à l'abri de certains besoins, mais ceux qui travaillaient pour nous, nos locataires, vivaient dans des conditions pas acceptables. Et même quand j'allais dans la famille de ma maman ou dans l'autre partie de la famille de mon papa, je voyais qu'il y avait la misère. Et donc, je connais la pauvreté et je sais au moins comment y remédier. Donc, si demain ou après-demain, la population me faisait confiance en jetant son dévolu sur moi, naturellement, je serai président. Mais cette fois-là, un président élu. Bon, je ne sais pas si l'expression existe chez les Mongos ou à l'Équateur. Chez nous, en Swahili, on dit « celui qui épouse ma mère, c'est mon père ». Oui. Bon, M. Tshisekedi, le président de la République, pourquoi ça vous gênerait de l'appeler président de la République par politesse? Non, parce que vous avez été bien élevé. Non, mais je le suis parce que je l'appelle monsieur. Je pense que ce que vous avez dit a un fondement philosophique. Mais dans le cas d'espèce, il n'a pas épousé ma mère. Dans le cas d'espèce, il cohabite avec ma mère. C'est-à-dire qu'il n'est pas là conformément à la philosophie ou au système de valeurs que je défends. Moi, je voudrais avoir un président élu. Un président qui a le background. Un président qui a une probité morale irréprochable. Si ce n'est pas possible, donc ne comptez pas sur moi. S'il y aura un jour quelqu'un qui va répondre à ces critères, je l'appellerai volontiers président. Vous avez maintenant maille à partir avec la justice. Comment évolue votre dossier? C'est un peu compliqué parce que la justice, personnellement, moi je ne fais pas confiance à la justice. Mais ce qui est vrai, il y a toujours des exceptions.
c'est que j'apprécie dans la démarche du procureur le fait d'avoir lancé l'invitation. Parce que généralement, ils arrêtent des gens en cours de route. Mais moi, ils ne l'ont pas fait. Ils m'ont lancé la première invitation. J'étais à l'étranger, j'ai écourté mon séjour pour répondre à cette invitation. Je suis arrivé, on m'a dit, déjà j'avais des soupçons, que ça pouvait qu'être M. Nicolas Kazadi, parce que dans l'invitation, on avait mis le numéro du dossier, et cela coïncidait avec l'invitation qu'on avait lancée à un autre journaliste. J'ai comparé, j'ai compris que c'était effectivement le même dossier. Pour les autres, apparemment, ils ont tout abandonné, mais pour moi, on fait une fixation. J'ai répondu à l'invitation, ils m'ont entendu sur procès verbal, le procureur, ou sinon son substitut, a tenté de me convaincre que j'aurais violé la loi. On me reproche le fait d'avoir dit qu'il y aurait détournement par rapport au dossier lampadaire, parce qu'ils ont abandonné le forage, parce que d'après ce qu'on m'a dit, le procureur s'était déjà prononcé quant à ce. Et puis on me reproche de l'avoir traité de Kuluna VIP. Bon, je suis parti d'une constatation générale et je l'ai cité comme un cas. J'ai défini dans cette émission ce que j'entendais par Kuluna. J'ai dit, dans notre pays, les Kuluna sont considérés comme des personnes qui ne respectent pas la norme. Et il y a deux catégories de Kuluna. Il y a le Kuluna standard, c'est-à-dire ceux qui prennent le couteau ou le machette pour nous ravir nos téléphones. Il y a le Kuluna VIP, ceux qui posent des actes au nom de l'État, justement parce qu'ils ont de privilèges étatiques. Et c'est comme ça qu'il s'est fâché. Et pourtant, je ne faisais que commenter des questions d'actualité et ainsi de suite. Il est fâché, il a porté plainte et il insiste qu'on m'arrête. Je suis là, je constate, s'il a le droit de me porter plainte, moi j'ai le droit de me défendre, mais je considère que s'il prenait plus de temps de réfléchir sur ce qu'il a fait, il va se rendre compte qu'il y a peu, il a fait pire que moi. Lui-même s'est crucifié. Et donc, s'il a le courage de reconnaître que ça ne valait pas la peine, ça serait une bonne chose. Vous aurez souhaité qu'il retire. La plainte continue à courir. Bien évidemment, parce que j'ai reçu la deuxième et la troisième invitation. Et certainement qu'il y aura une quatrième invitation. Mais je pense que non seulement il perd le temps, mais il me pousse à me défendre. C'est ce que je ne veux pas. Parce que je ne faisais pas une fixation sur lui. Je parlais des questions d'État. Il assumait la fonction. Le procureur général près de la Cour de cassation en s'étant prononcé. Je ne vois pas pourquoi je dois continuer à faire ces débats. Parce qu'en réalité, si nous sommes sincères avec nous-mêmes, la personne à reprocher aujourd'hui, ce n'est pas Nicolas Kazadi. Si on doit reprocher quelqu'un, ça sera le procureur. Parce que si nous pensons que Nicolas Kazadi aurait violé la loi et que la loi, ou sinon le commis pour faire dire le droit, vous dit qu'on ne peut pas le poursuivre, qui suis-je moi pour ne pas obtempérer à cette démarche que je considère d'hétérodoxe par ailleurs? Alors, vous savez, quand on fait la politique, il faut avoir du courage, et vous n'en manquez pas. Hein, mais jusqu'où pourrez-vous aller plus loin? En tout cas, j'ai deux références. Je dirais un modèle et une référence. Mon modèle, c'est Jésus. Ma référence, c'est Lumumba. Vous comprenez la suite. Jésus avait une philosophie qui continue à marcher. Lumumba aussi, on continue à le citer partout. Oui. Et vous pouvez aller jusque... Non, je n'ose pas terminer la phrase. Jusqu'au sacrifice. Je sais seulement que j'ai deux références, un modèle et une référence. Jésus n'a fait que 3 ans. Lumumba a fait, bon, en tant que Premier ministre, 4 mois ou 5 mois pratiquement, mais il n'a pas pris assez de temps pour faire connaître sa vision. C'est nous autres, par contre, qui portons cette vision, qui la vulgarisons, justement. Donc, pour moi, ni la mort, ni l'arrestation ne peut m'arrêter. Je suis hyper engagé. Quand vous quittez madame, quand vous quittez vos enfants et que vous répondez à l'invitation de Numérica, par exemple,
qu'est-ce que vous vous dites? Vous dites à madame, je peux ne pas revenir parce que arrêté en cours de route, ou qu'est-ce que vous vous dites? Bon, Je ne suis pas en train de vous aider. non, mais je comprends. Ouais. Je comprends. Nous avons un groupe WhatsApp de la famille. Avec ma petite famille, je leur dis à chaque fois, quand je sors, ça peut être mon dernier jour. Non. Donc, ce qui est important, c'est que vous compreniez ma vision, ma philosophie, et que vous continuez à la pérenniser. C'est ce que je dis. Parce que chaque jour, chez moi, je laisse un testament. Je peux être arrêté, je peux être tué, mais ce qui est important, je dis à mes enfants, je n'abdiquerai jamais. Vous savez, ce qui me motive davantage, c'est le fait que je parle de moins en moins de moi, je parle plus des autres et de la société. Je sais que ceux qui sont là, c'est vrai qu'ils n'ont pas le pouvoir de vie ou de mort, mais au regard de la boulimie du pouvoir qui les caractérise, ils peuvent poser des actes. Alors, si je me dis que je dois avoir peur, je ne ferai rien. Or, si je ne fais rien, je ne serai plus ce que je suis, parce que je dois avoir une identité. Mon identité, c'est de pousser la population à braver la peur. Je dois être le modèle. Je ne peux pas avoir peur et rester à la maison et demander aux enfants des autres de sortir dans la rue, parce que je milite pour l'enclenchement de l'article 104. Et donc, naturellement, moi-même, je dois être prêt à tout. Là, vous rejoignez Feu Étienne Tshisekedi qui disait qu'il fallait vaincre la peur. Bon, moi, personnellement, je ne les calcule pas. Je ne les considère pas comme modèle. Mais s'il les disait, c'est bon. Mais vous pouvez aussi placer en premier ses enfants. Moi, je l'ai fait. Mes enfants participent aux activités. Je ne pense pas que notre papa était sincère dans son combat. Apparemment, il roulait pour le pouvoir parce qu'il y a eu beaucoup de rendez-vous manqués. Je pense que même sur le plan philosophique, il était trop évasif. Il n'était pas porteur d'une vision claire. Parce que généralement, lorsqu'on dit peuple d'abord, c'est creux. État de droit, ça ne veut à la place, rien. vous direz quoi? Non, mais on ne peut pas mener un combat pendant 37 ans pour ressasser le même discours. Il faudrait expliquer comment y arriver. Parce qu'aujourd'hui, ces héritiers sont là. Ils sont en train de patauger. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont pu apporter comme innovation. Parce que s'ils avaient effectivement conçu un modèle de développement du secteur judiciaire, on allait voir les réformes. Jusque-là, aucune réforme. Donc, oui, monsieur Alain Bourgeois, moi, il y a quelque chose qui m'intrigue. Un révolutionnaire, c'est quelqu'un qui doit vivre pour perpétuer ses idées. Or, vous êtes, comme qui dirait un révolutionnaire presque défaitiste, parce que vous dites, ça peut être mon dernier jour. C'est contradictoire. Non. En fait, le problème, c'est que, contrairement aux politiciens classiques, le politicien classique se bat pour accéder au pouvoir. Les révolutionnaires se battent pour apporter les changements. Et dans les changements, la première dimension, la dimension mentale. Nous pensons que nous sommes dans une sorte de course des relais. Je fais ma part, parce que je ne suis même pas le premier. Il y a de ceux qui ont mené le même combat avant moi. Il y a d'autres qui mènent le combat pendant que je suis encore vivant. Et le combat va continuer. Le mal avec ceux qui s'identifient comme des révolutionnaires, ils pensent qu'ils doivent être là pour appliquer. Ce qui est important, c'est de préparer la relève. Parce que même si je ne mourrai pas dans le cadre de mon combat, je suis humain, limité par les temps et par l'espace. Je peux mourir aujourd'hui, même par la malaria, l'accident de véhicule. Je ne suis pas super-homme. Et donc, naturellement, ce qui est important, c'est de faire de cette vision une vision partagée. Et c'est ce que nous menons, parce que vous allez vous rendre compte que le combat que je mets, Lumumba l'a mené il y a de cela plus de 60 ans. Et il n'était pas les seuls, il y avait d'autres papas qui l'ont accompagné, d'autres aussi qui menaient simultanément. Vous écrivez, vous êtes en train d'écrire de... Oui, j'ai écrit, il y a l'un de mes livres qui est déjà sur le marché, Forêt congolaise, conflit nébuleux d'objectifs écologiques et économiques, édité par la maison Harmattan. J'ai deux autres projets. En tout cas, le deuxième projet est pratiquement fini.
Mais au regard de la donne politique, je ne voudrais pas me lancer à le faire éditer maintenant parce que ça risque de susciter plusieurs autres débats. Mais ce qui est vrai, j'ai écrit un livre, La République démocratique du Congo, l'ADN d'un État fragile, où j'ai essayé de faire une analyse historique de l'économie, le contexte de la création, la motivation de la création de l'État congolais, ses grandes faiblesses et la situation actuelle. Vous prenez vraiment au sérieux, hein? Il faut se prendre au sérieux pour dire ce que vous dites. Mais bien sûr. Et j'ai été formé pour ça. Et au-delà de ça, je ne vois pas d'autre issue. Ce qui est vrai, j'aime mon pays, j'aime la population congolaise. J'ai été formé justement pour la servir. Je vois que ceux qui se sont sacrifiés comme Mamadou Ndala et les autres étaient des hommes de même nature que moi. Et d'ailleurs, Mamadou Ndala était de ma génération. Nous sommes tous nés vers les années 77, 76, 78. Et donc, naturellement, je considère que nous devons nous battre pour changer le paradigme. Vous savez, lorsque nous étions enfants, d'ailleurs, vous êtes mieux placés parce que vous étiez parmi les grands dans votre domaine. Les gens disaient généralement que nous étions une génération sacrifiée. Ben. Je ne voudrais pas que la jeunesse qui vient après moi le soit. Si je dois me sacrifier pour cette jeunesse, je suis prêt à le faire, mais de la plus bonne manière. Je vois que vous retenez les chiffres, que vous aimez les statistiques. Pour ce pays, si vous faites une sorte de projection, dans 50 ans, vous le rêvez comment? Bon, il y a deux rêves. Le rêve que les autres veulent m'imposer et le rêve que je me construis moi-même. Le rêve des autres, au regard des données statistiques actuelles, je vois l'avenir sombre. Et cet avenir sombre résulte de politiques contradictoires qui sont mises sur pied. Tel que nous sommes là, il n'y a aucun plan de développement en application. C'est grave. Parce qu'en réalité, le plan de développement doit être considéré comme une sorte de guide. Tous les programmes et les politiques doivent se greffer à ces programmes et ces plans. On n'en a pas. L'État congolais est incapable de projeter 2030, 2050, 2060. Alors que la croissance démographique nous démontre que d'ici 2050, on pourrait dépasser 250 millions d'habitants. Parce qu'actuellement, nous avons un taux de croissance qui vacille entre 3,1 à 3,4%. Ça, ce n'est qu'une moyenne. Parce que n'oubliez pas, à Kinshasa, c'est 5,4%. Chaque année, il y a 3 400 000 personnes qui naissent. Nous mettons au monde 3 400 000 personnes. Alors que le taux de mortalité vacille entre 10 à 12 sur 1000. C'est-à-dire qu'il y a plus de naissances que de décès. Naturellement, il y a croissance. L'accroissement de cette population accroît aussi le besoin. Ce n'est pas seulement en termes de volume, mais aussi en termes de qualité au regard de l'évolution technologique. Le monde s'organise justement pour imposer leur hégémonie. Mais nous, qui devions en réalité jouer un rôle géostratégique important, nous sommes à la queue justement parce que nous n'avons pas de politique cohérente à même de résoudre le problème actuel et même le problème futur. Donc vous craignez pour dans 50 ans une sorte d'étouffement. Exact. Parce que s'il y a accroissement de la population, il y a accroissement de la demande. Jusque-là, l'État congolais est incapable de desservir à 20% de la population actuelle de l'eau potable. Au-delà de fausseté que l'on vous débite en vous disant qu'on aurait accru la desserte en eau potable, vous comprenez qu'avec le projet forage, cela n'a pas été exécuté. Donc l'essentiel de la population ne vit pas. Or, si nous devons aller dans ce sens, on doit multiplier par 5 pour desservir la population actuelle et multiplier par 7 pour arriver à atteindre l'objectif 2050. Aujourd'hui, nous ne faisons rien.
Ok. En dehors de Monsieur ce qu'il y a, Alain nous Bolodjoa, allons- on me signale que nous n'avons plus beaucoup de temps. Je voudrais quand même, parce que si vous avez quitté votre maison pour venir ici avec tous les risques que vous décrivez, c'est pour donner un mot ou une phrase qui puisse frapper l'opinion. C'est lequel ce mot? Ou Lèvons-nous, cette phrase? lèvons-nous et bâtissons. Je crois que c'est ça le message que nous voulons apporter. Parce que nous avons 155 000 km de route et sur les 155 000 km, on a moins de 5% asphaltés. Donc, nous avons besoin de plus de 155 milliards de dollars pour couvrir ou revêtir nos routes, ce qui ne sera pas possible avec le maigre budget que nous avons. Nous devons construire plus de 100 000 salles de classe pour couvrir la demande croissante telle que nous l'avons décrit. Nous devons arriver à desservir en eau potable. Nous devons trouver la solution aux médecins ratios, le médecin dans nos coins, dans l'arrière-pays. Nous devons arriver à donner un système de transport adapté, d'autant plus que le Congo étant au cœur de l'Afrique, je pense que c'est nous qui devons être les catalyseurs du système de transport africain. Fort malheureusement, nous ne sommes pas là. Nous devons avoir une armée de près de 500 000 personnes pour sécuriser le plus de 10 000 km linéaires de frontières. Nous devons arriver à créer des emplois, plus de 40 millions d'emplois pour couvrir la demande en emploi. Nous n'avons pas fait. Donc, Il reste 2 secondes, oui. Nous entretenons la pauvreté. Or, la pauvreté s'auto-entretient. Il y a ce qu'on appelle la transmission générationnelle de la pauvreté. Les pauvres d'aujourd'hui mettront au monde de pauvres de demain, et c'est ce que je veux combattre. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous nous donnez raison, nous qui avons voulu recevoir M. Alain Bolodjoa dans cette émission Chassons la pauvreté. Vous venez de bien conclure. Je vous remercie. C'est à moi de vous remercier. Merci beaucoup.